Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors vous vous souvenez, après le Covid ou pendant le Covid, on disait il y aurait plus de bouchons à Paris, les personnes ne prendraient plus l'avion, le monde d'après serait totalement différent. Et moi j'ai envie de vous demander, est-ce que la mondialisation c'est une idée du passé ou du futur? Alors pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Levanquem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement innovation donc du Grand Port Maritime de Bordeaux. Merci d'être là. À vos côtés, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes consultant. À ma gauche, Olivier Servat. Bonjour. Bonjour à vous. Député de Guadeloupe. Merci d'être là avec nous. Merci. Et à vos côtés, François Arnoux, céréalier ou dans le sud Vendée. Bonjour Jean-Paul. Voilà, dans une belle région en plus. Alors, la mondialisation, on a l'impression que c'est une idée du futur, globalement. Jean-Baptiste. La mondialisation, elle est nécessaire. C'est pas un mal en soi. Tout dépend comment elle est gérée. L'agriculture aujourd'hui, elle a besoin d'échanges. Elle a besoin, voilà, toutes les filières, elles sont bâties sur des équilibres entre l'importation et l'exportation. Et donc à ce titre-là, un monde fermé, ça serait la mort de l'agriculture à assez brève échéance. La problématique, c'est d'avoir une mondialisation équilibrée avec des échanges qui se font sur les mêmes bases, c'est-à-dire avec des normes qui s'approchent sans être forcément les mêmes, mais au moins sans distorsion de concurrence entre des pays où vous avez un certain nombre de normes que les agriculteurs sont tenus de respecter et d'autres pays où ces normes sont nettement moins disantes. Donc là-dessus, on a tout un travail à faire parce que quand on est comme l'Europe, pratiquement le premier marché au monde au niveau alimentaire, on ne doit pas mettre nos agriculteurs en concurrence avec une agriculture qu'on s'interdit nous-mêmes de faire. Donc il faut qu'il y ait des normes, et c'est ce qui s'appelle les clauses miroirs, notamment dans les accords internationaux aujourd'hui. Il faut que ces clauses miroirs soient respectées, c'est-à-dire qu'on ne commercialise pas et on ne mange pas en Europe des produits qui sont issus de méthodes ou qui utilisent des produits phytosanitaires qui sont aujourd'hui interdits en Europe. Et ça, il faut aller le contrôler sur place et dans les pays d'origine. Mais on les a pas, ces clauses miroirs, justement. Si. Depuis la présidence française de l'Union européenne, elles ont été introduites dans un certain nombre d'accords internationaux et les futurs devront forcément contenir ces clauses miroirs. Mais les clauses miroirs, c'est pas un but en soi. Il faut que on se mette en situation qu'on ait ce qu'on appelle une DGCCRF en France au niveau européen, qui soit en aptitude de contrôler la qualité de production dans les pays d'origine. Parce que sinon, si c'est juste écrire sur un bout de papier qu'on n'accepte pas tel ou tel produit, si on le vérifie jamais, ça ne sert à rien. Quand on va en Guadeloupe, quand on va dans un magasin, on voit tel fruit importé de tel endroit, tel autre importé de tel endroit, tel autre importé de tel endroit, et on en a relativement peu provenant de l'île. Et pourtant, vous avez tous les moyens de les produire. Vous en souffrez, la mondialisation? C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Pour répondre à votre question directement, depuis Adam Smith, les classiques, économistes classiques, 1796, on sait qu'on a intérêt à faire des échanges avec des pays qui ont des avantages absolus, qui savent mieux produire dans certains domaines que nous. Avec David Ricardo, une centaine d'années après, on a compris que même en termes d'avantages relatifs, c'est-à-dire que même s'il y a un pays qui produit très bien toutes les marchandises, s'il y en a un qui, malgré tout, se débrouille pas trop mal dans une façon de produire, on a intérêt à business avec lui. Donc, la mondialisation, c'est à la fois une idée du passé depuis 3 siècles, mais c'est aussi une idée du présent. Et nécessairement, on ne peut pas se refermer sur son pays parce qu'on ne pourrait jamais produire tout ce que la population veut. Donc très clairement, c'est une idée du passé, du présent et du futur. Maintenant, vous posez une vraie question et j'apprécie ce que vient de dire mon collègue concernant les clauses miroirs. On souffre de cela en Guadeloupe et en Outre-mer. Pourquoi? Je vous prends un exemple simple. Les ignames. Aujourd'hui, en Guadeloupe, à cause de la problématique de la chlordécone, vous savez, c'est ce pesticide qui a été autorisé de façon scandaleuse pendant des années et qui, de plus, a subi une dérogation en 1992 pour la Martinique et pour la Guadeloupe, ce qui a conduit à quoi? À empoisonner nos terres, nos mers, nos chairs, nos enfants. Une étude est sortie hier en montrant que sur les enfants, actuellement, il y a des problématiques de cognitivité sur leur capacité à apprendre. Donc c'est un vrai drame.
Je reconnais, le président de la République a reconnu la responsabilité de l'État. On doit aller plus loin dans la dépollution des terres, des mers, des sols, de l'indemnisation des victimes. Je prends l'exemple de l'igname. C'est un produit qui se cultive dans la terre et qui aspire la chlordécone. Avec ces clauses miroirs aujourd'hui, on a des conditions drastiques en tant que pays français de l'Union européenne pour ne pas produire lorsqu'il y a des terres chlordéconées. Quand je vais juste à côté, en Caraïbes, au Costa Rica, avec ces clauses miroirs de l'Europe, eh bien, on ne recherche même pas ce qui est utilisé comme molécule phytosanitaire. Et il y a bien pire que ce qui se passe en France que dans le Costa Rica. Et pourtant, ces produits arrivent sur nos marchés. C'est une vraie difficulté et on doit vraiment contrôler, non pas sur juste des clauses miroirs de principe d'échange réciproque, mais sur vraiment, comme disait le collègue, les molécules utilisées par ces pays parce que eux, lorsqu'ils mettent agriculture biologique, on est quasiment, quand on regarde bien loin de ce qu'on pourrait accepter juste en culture normale. Donc c'est une vraie difficulté. Mais ça veut dire que les contrôles ne sont pas faits, en clair. Vous manquez de moyens de contrôle? Exactement. En fait, c'est vrai, il faut densifier, muscler les capacités de contrôle, notamment dans les grandes surfaces, notamment sur le bord des routes où finalement des produits arrivent par canaux. Ça se fait vite, hein, le transfert entre Sainte-Lucie, Martinique, entre Dominique, et on en voit de Guadeloupe. plus en plus sur le bord des routes d'ailleurs. Hein. Et oui, et y compris dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, avec cette clause miroir, les grandes surfaces disent, mais écoutez, c'est le Costa Rica, on a un accord de libre-échange avec l'Union européenne, donc c'est valable. Sur les bords des routes, c'est encore pire. Donc oui, il faudrait densifier, il faudrait donc que l'État puisse pouvoir mettre les vrais moyens en place pour pouvoir s'assurer que ce que nous mangeons est de bonne qualité. François Arnoux, vous êtes céréalier. Et les céréaliers, vous êtes un peu entre deux chaises là-dessus, sur la mondialisation. À la fois vous exportez, ça vous plaît bien, et puis à la fois vous dites attention, on ne veut pas importer. Oui, alors je pense qu'il n'y a quand même pas vraiment d'ambiguïté. On est quand même pour la mondialisation. Parce que évidemment qu'on a besoin d'échanges commerciaux. On exporte, donc il ne faut pas cracher dans la soupe. Évidemment, on doit importer. Ce que je retiens de ce qu'on a pu voir au niveau mondialisation dans nos discussions là au salon, c'est tout récemment, donc hier soir, je me retrouve avec un agriculteur qui a une ferme en Roumanie. Donc en Roumanie, c'est en Europe. Par rapport par exemple aux produits phytosanitaires, déjà il n'est pas tout à fait les mêmes contraintes que nous et qu'on est en train de s'imposer encore tous les jours. Donc il dit de toute façon moi je ne veux pas revenir cultiver en France, hein, c'est pas la même chose. Là-bas on a une certaine liberté et c'est pas pour ça qu'ils font n'importe quoi, mais en tout cas ils sont déjà beaucoup moins contraints. C'est une ferme de 15 000 hectares, donc on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres, l'économie d'échelle. Donc déjà on se dit à nos portes, il y a déjà un problème de concurrence entre nous. Et il arrivait d'Australie. Et donc, moi, mon petit français, lui, Roumanie, et lui arrive d'Australie. Il dit là-bas, en Australie, ils utilisent des produits qu'on a interdits il y a quelques années, mais avec le matériel on va avoir demain, c'est-à-dire la bonne dose au bon endroit, ce qui nous permet de réduire les produits phytopharmaceutiques de 50, 60, 70%. Oui, mais François, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que vous dites ça. Alors ça fait 20 ans qu'on le dit, sauf qu'on n'a jamais été aussi près d'avoir ce matériel justement pour l'appliquer. Ça fait 20 ans que vous dites on n'a pas les mêmes normes, on n'a pas les mêmes contraintes que les autres pays. On ne vous écoute pas. Alors ça, exactement, on ne nous écoute pas. Je repars d'ailleurs du salon complètement frustré par rapport à ça, parce qu'on a tous fait le job les uns ou les autres en disant écoutez, ça va pas. En plus, me semble-t-il, il y a eu quand même le Covid, il y a eu quand même, et il y a quand même malheureusement la guerre. On pensait tous qu'on allait avoir quand même la souveraineté alimentaire qui allait redevenir sur le devant de la scène, justement pour ne pas dépendre de tout. Et c'est pas pour ça qu'il faut fermer nos frontières par rapport à la mondialisation, mais on pensait déjà, on avait compris, et en fin de compte, non, on continue à s'auto-flageller, comme on a pu le faire sur le nucléaire, comme on a pu le faire, j'étais pas né, mais à l'industrie. Et là, on est en train de vivre en direct, donc c'est vrai que ça fait 20 ans, mais là, on est vraiment dans le cœur du problème avec malheureusement les événements récents qu'on a eu à vivre depuis quelques années maintenant, ou quelques mois. Eh bien, non, on change rien. Et alors, pendant ce temps-là, les autres, ils se posent beaucoup moins de questions. Hein. Moi, j'ai l'impression que souveraineté, c'était un peu le mot magique, là. Tous les politiciens, tous les ministres sont passés dans les allées, en ont parlé, mais on a l'impression que ça n'accélère pas vraiment là-dessus. Non, mais... Et vous y avez cru, vous? Ouais, j'y ai cru, sans doute naïvement. Malgré tout, ce que j'ai compris quand même, et encore cette semaine, c'est que
la norme, la réglementation, l'Europe a le dos large. Et ce qui est nouveau aussi, on l'a vu par exemple avec des dernières évolutions sur des dérogations qui avaient été données, qui sont devenues interdites, c'est qu'en fait, il n'y a même pas de dérogation possible parce qu'en maintenant, en plus, il y a le judiciaire qui se met au milieu de tout ça et donc ça complique le problème. Et franchement, quand on parle de mondialisation, c'est quand même plus simple ailleurs. Donc je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, loin de là, on est tous prêts à diminuer et à être bien dans l'environnement, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même produire autant. Et là, on est en train de se dire, on va produire moins. Donc, produire moins, on va importer des produits, comme vous le disiez, par exemple, par rapport au Costa Rica, eh bien, des produits qui seront de moins bonne qualité, comme disait Jean-Baptiste, des produits qui sont de toute façon moins bons qu'on ne voudrait même pas produire. Parce que quand vous allez aux Antilles, on voit même des bananes, des fois importées. Enfin, c'est une catastrophe. On a l'impression, je vous donne la parole juste après, mais on a l'impression que même les bananes, bientôt, vont être importées. Hein. Ça fait mal de voir que des produits qu'on produisait facilement, le fruit à pain, l'igname, la noix de coco, des choses qu'on peut produire chez nous, eh bien, parce qu'effectivement, il y a une course effrénée et dérégulée en termes d'échange, eh bien, ça se trouve qu'on importe des produits qu'on pouvait consommer propres chez nous, sans engrais, sans pesticides, alors qu'ils sont consommés avec des conditions tout à fait discutables. Michel, pour vous, la mondialisation, tout bénef. Alors, on va être un peu plus nuancé que ça, effectivement. Non, le port, un grand port. Ouais. Les ports, les grands ports maritimes, ce sont des outils pour leur territoire. Ça, c'est évident. Nous sommes, nous, en relation avec l'ensemble des agriculteurs, des silos, qui ont besoin de nous pour exporter leurs marchandises. Pour un ordre de grandeur, le port de Bordeaux, c'est 600 000 tonnes de céréales qui sont exportées chaque année. C'est aussi de l'importation, mais on va dire que nous, on ne choisit pas. Nous, on ne choisit pas. En revanche, on doit être au service de cette stratégie nationale, cette stratégie française pour le développement de notre agriculture, de notre industrie. Aujourd'hui, les ports sont des atouts pour l'exportation. Il faut rappeler que le transport maritime est le transport le moins polluant. C'est celui qui émet le moins de gaz à effet de serre par tonne et j'ai au l'impression kilomètre. que vous polluez énormément les bateaux, que justement il faut revoir les carburants et tout ça. Ah oui, alors même que notre réglementation est un petit peu en retard par rapport à l'aviation, nous sommes quand même le moyen de transport le plus vertueux aujourd'hui quand on ramène à la tonne kilomètre transporté. C'est ça, par rapport au volume et au tonnage transporté. Les ports travaillent très fort aujourd'hui sur la décarbonation du transport maritime. Je pense qu'on pourra revenir sur des carburants alternatifs. Et de façon assez étonnante, on voit que l'ammoniac, qui est un composant clé pour les engrais, peut l'être également pour le transport maritime. Ce qui peut poser problème d'ailleurs demain pour l'approvisionnement d'ailleurs, hein, parce qu'il va y avoir une concurrence, mais je vous laisse continuer. Oui, il peut y avoir une concurrence, mais je pense que le challenge, c'est aujourd'hui, c'est de donner la chance à la France de développer ses produits industriels, et je pense qu'on parlera aussi d'industrie. L'agriculture est une formidable industrie également. On a besoin de produits massifiés, bas prix, performants, compétitifs. Et là-dessus, les ports sont les territoires idéaux pour cela. Mais je voulais vous demander quelques chiffres. Avant le Covid et maintenant, comment a évolué le trafic justement ? Bon, en fait, on a repris une tendance assez classique, une érosion progressive du trafic des hydrocarbures, tout ce qui vient des matières fossiles se contracte. Hydrocarbures, ammoniac pour les engrais. Aujourd'hui, le prix du gaz fait que les engrais sont plus chers. À cause de la guerre ? À cause de la guerre. Par contre, on a une tendance qui est nouvelle, c'est la croissance de tout ce qui est biocarburant et matériaux de seconde vie. Tout ce qui vient du recyclage, donc ferraille, pneus broyés, verre pilé, ça c'est en train de grandir. Et ça, on y croit très fort. Côté port de Bordeaux, c'est peut-être les procédés de demain, les produits de demain, tout ça couplé avec, je vais y revenir, sur l'hydrogène. Pour nous, c'est vraiment fondamental pour créer l'économie de demain. Votre activité se développe ? Alors, elle se développe sur des variables un petit peu différentes de là où on nous attend. On a l'habitude de nous comparer en termes de tonnage de marchandises transportées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le territoire, ce sont nos entreprises qui décident de l'activité finalement portuaire. Aujourd'hui, nous, on se positionne davantage sur tout ce qui est valeur ajoutée, chiffre d'affaires, emplois créés. Et là-dessus, oui, le port de Bordeaux est en train de montrer qu'il est en train de diversifier son activité, son chiffre d'affaires, qui ne repose plus tant que ça finalement sur le trafic maritime. On a un petit peu plus de la moitié, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a presque la moitié qui dépend d'autre chose. On développe des services, le numérique,
La Guadeloupe utilise des solutions numériques du port de Bordeaux. On a des solutions, on incube des startups. Donc voilà, on a un modèle économique qui est en train d'évoluer très largement. Probablement dans quelques jours, on pourra annoncer qu'on sera également producteur d'énergie. Voilà, le business en fait changeant du port de donc Bordeaux. vous n'êtes pas inquiet. On avait pu croire que pendant le Covid, ça allait régresser, même les avions d'ailleurs. Hein. Les avions pour la Guadeloupe, ils sont pleins là actuellement. On avait l'impression que ça allait régresser, tout compte fait, non. Il y a de plus en plus de transport. Est-ce que vous pensez que l'agriculture va pouvoir concilier un peu cette dualité mondialisation et locale? Il le faut. Aujourd'hui, on a un modèle agricole globalement qui est atypique, on va dire, dans le modèle mondial, avec des fermes, on va dire, à taille humaine. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on entend à longueur de plateaux télé et radio, on n'a pas d'agriculture industrielle en France. On a des tailles de fermes qui sont largement en dessous de la moyenne de la taille des fermes au niveau mondial et même au niveau européen. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une situation avec un modèle à préserver, effectivement, parce qu'économiquement, ce n'est pas forcément le plus rentable au niveau compétitivité-coût, on va dire, parce que forcément, plus vous êtes grand, plus vous écrasez les coûts de production et donc plus vous êtes compétitif. Mais sur la qualité, mais sur un certain nombre, sur l'innovation et la technologie, l'agriculture française, bien sûr, a sa carte à jouer et elle doit continuer à la jouer. On doit installer des nouvelles générations d'agriculteurs et travailler toujours plus sur la recherche-innovation pour trouver notre place justement dans ce marché mondial. Et celui qui décide, c'est le consommateur. Le consommateur, il a dit le bio, j'en veux plus, c'est trop cher. Oui, de toute façon, tout ce qu'on ne produira pas, on l'apportera. Faut être tout à fait clair. Et aujourd'hui, on peut toujours dire qu'on va produire que du bio et qu'on ne produira plus du poulet d'entrée de gamme. Ça n'empêchera pas que le consommateur, quand il est dans son rayon de supermarché, il va aller acheter du poulet d'entrée de gamme. Donc, si on ne le produit pas nous-mêmes, on va l'apporter. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les conditions de savoir exactement ce qu'on importe et comment il est produit, notamment en Amérique du Sud, d'où il vient. Donc, moi, je préférais qu'on le produise en France. Quitte à, on va pas le produire à la façon des Brésiliens, c'est pas l'idée, on n'en est plus là. Mais quitte à baisser un peu notre niveau de norme pour que ces coûts soient compatibles avec ce que le consommateur demande. Mais je préférais qu'on le produise en France plutôt que de l'importer aussi massivement qu'on le fait aujourd'hui. Jérémy Desserre expliquait juste avant qu'on a besoin de lithium, donc on signe des accords au niveau européen avec le Chili. Qui ne sont pas vraiment favorables à l'agriculture, mais qui sont favorables à l'import de lithium. Donc on est aussi arbitré sur des situations un peu compliquées. On ne sacrifiera pas notre agriculture pour du lithium. Enfin, je veux dire, le lithium, jusqu'à preuve du contraire, ça ne se mange pas. Et les Français, ils ont besoin de manger 3 fois par jour. Mais on en a besoin pour les voitures. Non, mais je suis d'accord. Et on sacrifie l'agriculture de l'autre côté. Et on pourrait reparler de la technologie tout électrique pour les voitures à horizon 2035. Je ne suis pas persuadé, moi, en personne, et je parle pour mon cas personnel, que ce soit le 100% électrique qui soit l'avenir des véhicules. C'est un tour de passe-passe marketing, là, moi, je pense. Jean-Baptiste a dit quelque chose de très vrai. Notre compétitivité en agriculture, elle n'est pas bonne. Non, elle n'est pas bonne. Et pourtant, on a tout pour bien faire. On a vraiment de la technologie, de l'innovation, de la recherche. Mais encore une fois, il y a tellement de normes, tellement de réglementations. Et au dos de l'européenne, si Jérémy était là avant, il a dû en parler, qu'à un moment donné, on voit que tout ça, c'est en train de se gaspiller. Cette avance est en train de se gaspiller. Et pendant ce temps, quand on parle de mondialisation, les autres avaient peut-être du retard, mais ils avancent et ils vont finir par nous dépasser. Et après, quand le coup est parti, quand on est à la traîne, on n'est plus devant, évidemment. Donc on est en phase de... on subit. Et à la Guadeloupe, en même temps, il y a un vrai problème d'installation des jeunes en agriculture. Vous avez du mal à trouver des personnes. Oui, j'aimerais revenir sur ce que vous venez d'évoquer, sur la compétitivité de l'agriculture française. Je veux un peu nuancer les choses en étant un peu positif. Quand j'ai le choix entre... peut-être ai-je le pouvoir d'achat entre un produit français et un produit venant d'ailleurs. Je vais prendre le produit français parce que je suis à peu près sûr que vu l'enchevêtrement des normes et des contraintes, etc., je mange quelque chose d'à peu près de qualité. Donc, je pense que, et vous l'avez très bien dit, on n'a pas se chamailler avec des Brésiliens parce qu'ils ont une capacité à produire à moindre coût plus importante que nous. Oublions ça. Par contre, on a d'autres consommateurs qui sont intéressés, malgré tout, malgré la crise qui ne va pas être éternelle. L'inflation va se calmer au premier semestre, la croissance va continuer à progresser. Donc, je veux dire, tout n'est pas totalement sombre. Donc, je suis aussi ravi de rappeler d'où nous venons.
L'agriculture a un rôle géopolitique tel qu'on l'a vu en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La politique agricole commune a permis d'apaiser les tensions entre pays européens pour pouvoir businesser ensemble et se nourrir. Donc, je crois qu'on a vraiment un avantage comparatif par rapport à d'autres agricultures dont la qualité de production laisse à désirer. Et maintenant, il faut s'assurer que les consommateurs pourront consommer nos produits et ça ne nous empêche pas de faire des économies d'échelle. Pour revenir à votre question. Les jeunes. Oui, les jeunes, la Guadeloupe, l'agriculture. Je vais faire une demande et je vous remercie de donner la parole à l'outre-mer. On a une problématique sur la canne. Vous savez, on a des cultures telles que la canne et la banane qui sont souvent pour l'exportation, pour la banane ou pour le sucre. On a une difficulté en Guadeloupe aujourd'hui sur 14 000 hectares de canne plantées. Eh bien, nous avons une nécessité de renouveler finalement les champs avec de nouvelles pousses. Et ces nouvelles pousses doivent être renouvelées à peu près du quart chaque année. Et pour cela, il y a une aide à la replantation qui était jusqu'à présent collective, gérée par des sociétés d'investissement, des SICA, qui permettaient de déposer pour les agriculteurs des demandes d'aide auprès de l'Europe et de l'État. L'État a décidé il y a 5 ans que maintenant chaque agriculteur doit pouvoir déposer son aide. Ça complique les choses, nous avons 3000 petits agriculteurs, ils n'ont pas les moyens, du coup l'aide arrive 5 ans après et la replantation a diminué de 50% et le rendement a diminué de 50%. Donc en clair, parfois, l'agriculture est pénalisée non pas par des agriculteurs, mais par des contraintes administratives européennes, françaises, délétères. Ça a été voté par les députés, ça, il y a 5 ans. Alors malheureusement, ça n'est même pas voté par les députés, ça a été pris par un arrêté ministériel. Donc nous nous battons aujourd'hui pour cela, pour dire que laissons les SICA déposer des aides collectives pour avoir l'aide à la replantation et pour pouvoir permettre l'amélioration du rendement. Vous voyez, ce sont parfois des petits détails administratifs concrets qui polluent la vie de nos agriculteurs. Et voilà ce que je demande. Les jeunes veulent s'installer. Par contre, il faut un revenu en face. Et ce revenu est assuré en général pour beaucoup, pour nous, par l'Union européenne et un petit peu par l'État. Alors, j'espère qu'à un moment donné, les tracasseries administratives, ça c'est un mal français par contre, qu'on puisse les lever pour libérer les agriculteurs. Bon, c'est vrai que ça, on en parle aussi depuis 20 ans, ça, hein, la simplification. Oui, c'est vrai. Et on n'y est jamais arrivé. On avance petit à petit, vous pas êtes à pas. Optimiste. Oui, il faut être optimiste. Hein, Olivier Servat, merci beaucoup. François Arnoux, merci. Michel Levanquet, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. Jean-Baptiste Moreau, merci à vous. Et surtout, merci à vous.